Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Aujourd'hui, on se retrouve avec Justine Ribera, céramiste et créatrice des petites porcelaines, pour parler de créativité et des coulisses de l'artisanat. J'ai découvert Justine il y a presque 10 ans, au hasard de YouTube, quand je suis tombée sur une de ses vidéos et qu'elle lançait son atelier de céramique. Naturelle, lumineuse et créative, j'ai directement accroché avec son univers. Et puis aujourd'hui, Justine, elle est toujours céramiste. Et elle a réussi à créer une marque et une communication à la fois authentique, attachante et impactante pour vivre de son activité avec joie et sérénité. Alors avec Justine, dans cet épisode, on a parlé du monde, de l'artisanat, des coulisses de ce qu'on ne voit pas, des galères financières et de comment elle a réussi à sécuriser ses ventes alors que de prime abord, on peut se dire que c'est pas forcément évident. On parle aussi de la puissance de raconter les histoires de nos produits et de nos services, ainsi que de son envie de rester seule dans son entreprise, malgré la possibilité de faire grandir son activité, et la pression que certains peuvent lui mettre à générer plus et à faire plus. Alors j'espère que cet épisode de podcast vous plaira, vous secouera, vous inspirera. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, que ce soit en l'envoyant à un ami, ou en le partageant sur Instagram. Vous pouvez aussi nous taguer avec Justine. Vous avez les liens de nos comptes Insta dans les notes de l'épisode. Et puis nous, ça nous fera chaud au cœur aussi d'avoir vos retours, de voir vos partages et de vous repartager également. Donc merci d'avance pour votre soutien. Pensez aussi à mettre une petite note et des étoiles sur votre application de podcast. C'est ça qui m'aide le plus à le faire connaître et qui aide aussi du coup de plus en plus de personnes à avancer dans leurs projets. Sur ce, je vous laisse pour notre belle conversation. Bonjour Justine, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Pêche. Ça me fait très plaisir de discuter avec toi ce matin. Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas et pour entrer dans le cœur de qui tu es, qu'est-ce que se disait la petite Justine sur l'adulte qu'elle serait ? Est-ce que tu te souviens de ce qui se passait dans la tête et le cœur de la petite Justine ? Je suis pas sûre qu'en tant qu'enfant, je m'imaginais adulte, parce que j'étais quelqu'un de très très timide, très réservé, donc m'imaginer adulte, je pense que ça m'aurait tétanisé. Mais je me regarde souvent enfant, en tout cas, je repense souvent à moi, qui j'étais, surtout, j'ai un petit garçon, donc voilà, quand je le vois grandir, je me revois au même âge et je fais des comparaisons, tout ça, donc je me replonge souvent dans mon enfance. Et je pense que je serais très contente, petite fille, de me voir comme ça, de voir que justement ma timidité m'a pas empêchée d'évoluer, que j'ai réussi à vivre avec cette grande timidité. Donc voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient de leur personnalité de base, de qui il ou elle croyait être, un blocage. Tu vois, je suis comme ça et du coup, je ne peux pas faire ceci ou cela ou je ne serai jamais comme ça. Et du coup, toi, c'est quelque chose que tu as réussi à dépasser assez facilement ou tu as bossé dessus ? Ah non, j'ai travaillé dessus sans le vouloir, c'est-à-dire que dans la vie, il y a un moment, il y a certaines choses que j'ai pas fait dans la vie parce que j'étais beaucoup trop timide et qui m'ont empêché d'avancer, que j'ai regretté par la suite. Et les regrets, j'aime pas du tout ça. Et après, tu vois, je suis devenue par exemple animatrice en centre aéré. Donc là, tout d'un coup, je m'occupe de plein d'enfants et en fait, tu peux pas être timide en fait face aux enfants parce qu'il faut que tu t'occupes d'eux. Donc ça, voilà, ça m'aide. Après, j'ai été prof aussi dans un lycée, donc du jour au lendemain, je deviens prof sans l'avoir vraiment décidé dans mon parcours. Là, c'est pareil, je me suis retrouvée avec des jeunes qui avaient 2-3 ans moins que moi. Donc voilà, au fur et à mesure, les choses font que cette timidité, elle partira jamais.
Juste, elle est là et j'apprends à certains moments à la dominer et à passer à côté. Et puis, il y a des jours où, où je suis trop fatiguée, où l'avantage, c'est que je travaille seule dans mon atelier. Donc là, tu vois, je ferme toutes les portes, je suis toute seule et je suis pas obligée de combattre cette timidité toute la journée, quoi. Ouais. Et c'était quoi? Parce que souvent, on peut confondre la timidité et l'introversion. Ça se représente comment, cette timidité, ce côté un peu... c'est de la peur des autres, c'est de la honte, c'est de la peur du jugement? Comment tu le vis? Euh, non, c'est plus discuter avec des inconnus surtout. Tu vois, moi par Mm. exemple, c'est très compliqué pour moi de téléphoner parce que j'ai pas la Ouais. personne en face, parce que je la connais pas. Voilà, les gens qui vont être déguisés, masqués, c'est très très compliqué pour moi parce que je vois pas les visages et ça me fait très très peur. Et voilà, c'est plus devoir rentrer en contact avec d'autres personnes. Après, dès que je commence à connaître tu vois, il suffit d'une soirée, au bout d'une heure, je suis en ébullition totale, je parle à tout le monde et puis ça s'en va un peu, quoi. Mais c'est plus voilà, devoir discuter avec des gens et puis c'est dur à dire parce que j'ai pas travaillé dessus ni avec un psy ni avec personne donc voilà, après je le vois beaucoup avec mon petit garçon, on travaille beaucoup dessus parce que lui aussi est très timide et je veux lui donner les clés pour que justement ça l'empêche pas de vivre, euh, Mm. de vivre, ça va pas l'empêcher de vivre, mais je voudrais pas que ça le bloque dans ce qu'il a envie de se faire dans son développement. Et d'en parler avec lui, moi, ça m'aide aussi de me dire bon il y a des jours en fait tu peux pas, il y a des moments où tu peux pas, et puis, il y a des moments où tu es un peu moins fatigué, donc tu peux prendre sur toi et aller à la boulangerie, acheter le petit croissant, et là, c'est toi qui le fais parce que tu vois, tu as bien dormi, tu peux réussir à le faire. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça. Ok, ouais. Et c'est beau parce que tu vois, t'as pas... Genre, je pense rien qu'à ce podcast, on se connaissait pas. Et puis, j'ai pas eu t'as peut-être hésité hein, derrière ton ordinateur, mais je trouve ça beau comme tu ne laisses pas cette timidité t'empêcher aujourd'hui effectivement de faire des choses, que ce soit d'aller à la boulangerie, que ce soit de rencontrer des inconnus et de partager ta vie avec une nana qui te contacte et qui te dit ok, je te propose ça, qu'est-ce que ça te... Ouais. Et tu dis oui quand même. Donc, tu as l'audace et le courage de saisir les, les, les mains qu'on te tend et les cadeaux de la vie. Oui, je veux vraiment pas passer à côté de choses à cause de cet handicap entre guillemets parce que je veux pas que ce soit enfin c'est pas vu comme ça, mais voilà, je veux pas passer à côté des choses. Et puis après, c'est le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que là, on discute juste toutes les deux. En plus, on est des femmes. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes qu'avec les Mmh. hommes. Et puis voilà, quand je communique sur les réseaux sociaux, je suis toute seule en fait derrière mon écran. J'ai pas tous les gens autour de moi. Ce serait, je pense, un petit peu plus compliqué. Et puis, je m'y suis préparée. Ce matin, je savais qu'il y avait ça, tu vois. Je suis calme. Voilà, c'est pas un cheveu sur la soupe tout d'un coup qui arrive. Je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi dire. Ouais, je comprends. Mais et justement, tu parlais des réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je t'ai découverte sur YouTube il y a quelques années. Et premier réflexe qu'on a quand on pense à quelqu'un de timide, c'est pas quelqu'un qui va débarquer en vidéo sur YouTube, tu vois. Comment le cheminement il s'est fait pour te dire, ok, on parlera de ton parcours tout à l'heure, mais aujourd'hui tu es céramiste, et comment tu t'es dit, eh ben, je vais partager mon aventure de céramiste sur YouTube, dans des vlogs, dans voilà, plein de petites vidéos comme ça. En fait, c'est comme beaucoup de gens en fait sur YouTube. Pour avoir parlé avec pas mal de filles qui sont aussi sur les réseaux sociaux, on a toutes commencé pareil. On s'ennuyait en fait. Mm. Tu t'ennuies et t'as quand même envie de. Moi, à l'époque, j'étais dans mon atelier toute la journée. Le soir, je rentrais, c'est simple, mon appartement était l'immeuble d'à côté de mon atelier, donc il me fallait 30 secondes pour rentrer. J'arrivais chez moi, il était 18h, et puis j'étais face à moi, j'étais toute seule, donc de temps en temps, je sortais, j'avais des amis, mais la plupart du temps, en semaine, j'étais un petit peu toute seule. Et j'ai commencé à regarder l'époque de YouTube où il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas encore tout ça, donc la télé, moi j'avais pas la télévision, donc Mm. je m'ennuyais un peu, donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, à suivre des youtubeuses, et c'était super sympa, des filles comme moi, je trouvais ça super cool de les suivre. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi en fait, je me suis dit moi aussi j'ai des choses à dire, je communiquerai bien avec d'autres personnes. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé par des vidéos sur la beauté puisque c'était ce qui se faisait beaucoup sur YouTube. Et de temps en temps, je parlais un peu de mon métier sans rentrer dans les détails parce que
il y a, on va dire, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, mais il y a 10 ans, je crois, sur YouTube, un peu plus de 10 ans, la poterie sur les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très Instagrammable, on le voit partout, tout le monde a déjà un peu pris des cours de poterie. Mais il y a 10-11 ans, c'était pas ça, personne ne connaissait. Mais voilà, je me disais, je veux pas en parler parce que ça va intéresser personne, quoi. Et puis, de temps en temps, j'en parlais un petit peu et on me posait plein de questions dessus. Et puis, j'ai commencé un jour, je pense, à vouloir en parler pour répondre à certaines questions, à filmer dans mon atelier, parce que le truc aussi, c'est que j'avais mon magasin, et dans mon magasin, on me posait tout le temps les mêmes questions. Comment c'est fait, pourquoi c'est si cher, et là, je me rends compte qu'en fait, les gens ne savent pas du tout ce que c'est que la céramque, alors que moi, j'ai appris ça à l'âge de 11 ans, donc pour moi, tout le monde sait un peu comment c'est fait. Personne ne savait qu'il y avait 2 cuissons, qu'il fallait mettre les mailles et tout, et je me suis dit, bon, il faut que je montre comment c'est à l'atelier, pour que les gens ils comprennent pourquoi un mug ça vaut ce prix-là, une assiette ça vaut ce prix-là. Et les quelques fois où j'ai commencé à filmer, ça, les gens ont adoré. Alors c'était pas forcément les vidéos qui avaient le plus de vues, mais c'était les vidéos les plus commentées, les plus likées, où il y avait le plus d'interactions en fait. Et moi j'étais super contente parce que je me disais c'est cool, je montre mon travail, je montre comment c'est fait la céramique. Et donc, au fur et à mesure, je suis restée plus dans mon travail que dans la beauté. Ouais. Et c'est effectivement, ça m'étonne pas du tout que ce soit peut-être les vidéos qui malheureusement marchent le moins bien et qui en même temps créent le plus de liens. Et c'est ça qui est génial avec tous ces partages, et on le voit aussi de plus en plus sur Instagram, de la vraie vie, même si on montre pas tout, mais montrer les coulisses de son activité, qu'on soit entrepreneur dans les services, qu'on soit artisan comme toi, qu'on soit créateur de X ou Y, artiste ou pas du tout, ça permet vraiment d'embarquer les gens dans notre aventure et de créer cet attachement, de créer ce lien humain. Et c'est ces personnes-là qui, au final, quand on est entrepreneur, et ça compte aussi, ces personnes-là deviennent les premiers clients qu'on a, bien souvent. Donc c'est important, évidemment, les chiffres, on peut pas s'en passer. Enfin, malheureusement, ça nous a un peu masterisé. Mais ouais, pas oublier que derrière chaque chiffre, il y a un être humain, et qu'au final, c'est peut-être une personne avec qui on va pouvoir faire un bout de chemin après, quoi. Et du coup, tu as partagé des bribes de ton parcours. Globalement, c'est quoi la vie de Justine avant aujourd'hui? Alors, pour parler de la céramique, donc moi j'étais au collège le soir, je suis chez une copine, elle me dit attends, là faut que je rentre, enfin j'ai mon cours de poterie, je dis bon bah je vais rentrer chez moi, elle me dit bah attends tu veux venir et tout, je dis bah ouais pourquoi pas, et là j'ai je sais plus 12 ans et je commence la poterie le soir parce que je prends un premier cours et en fait je trouve ça super bien, c'est très calme, on est entre femmes dans un petit atelier, c'est très sympa. Et arrive la troisième, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, comme si on le savait à 13 ans, quoi. Et en fait, j'avais ma sœur qui était dans un lycée à Antibes qui faisait art appliqué, et dans ce lycée, je découvre un jour de portes ouvertes qui font aussi une formation à la céramique. Donc mes parents aussi ça tilte un peu parce que mon papa est artisan, donc l'artisanat c'est pas du tout quelque chose d'inconnu, c'est pas un truc où on a l'impression qu'on va devenir pauvre et qu'on va jamais s'en sortir. Donc voilà, ça fait pas peur à mes parents. Et le jour où on fait décider ce qu'on fait, moi je dis que je veux faire un CAP céramique. Alors ça a été assez compliqué parce que j'avais un niveau pour aller en général, donc tous les profs me disaient mais tu vas pas aller faire un CAP parce qu'à l'époque le CAP céramique c'était vraiment je crois que d'ailleurs c'est le dernier CAP de France où on envoie tous les gens qui sont pas acceptés, par exemple en coiffure, en esthétique, on les envoie en CAP céramique. C'est le dernier où il reste de la place. Enfin, en tout cas à l'époque. Et donc voilà, les profs me suivaient pas du tout, donc ça me faisait pas du tout peur finalement. J'arrive en CAP céramique, donc je me retrouve avec presque que des gens qui étaient pas du tout là pour apprendre la céramique. Donc un peu compliqué pour moi parce que moi je suis hyper motivée et tout, et puis bon finalement ça se fait. Je fais mon 2 ans de CAP tournage, donc j'apprends un peu comme un ouvrier à tourner en série, mais super, je suis trop contente parce que mes copains ils sont en lycée général, ils font des matières toute la journée, et moi je fais 4 heures par jour de poterie dans un lycée professionnel, donc l'ambiance est très différente, très ouvert. Moi j'étais toujours un peu différente des autres, je m'habillais un peu différemment, tu vois, je suivais pas les modes et tout. Et là, tout d'un coup, j'arrive dans un lycée où tout le monde est très différent, et ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi.
Mmh. Je me suis totalement épanouie, je me suis fait plein d'amis, j'avais des super notes parce que j'arrive en CAP, donc c'est très très simple. Donc on retrouve tout ce qui est quatrième, troisième. Donc là, d'un coup, voilà, je deviens limite première de la classe. Donc là, je change complètement de personnalité. Je pense, je m'ouvre beaucoup plus. Et j'ai continué. Après, j'ai fait un BMA, donc un brevet des métiers d'art en 2 ans, et ensuite un diplôme des métiers d'art, un peu niveau BTS, encore en 2 ans, donc 6 ans d'études. Là, j'ai pas encore passé mon diplôme, et j'ai mes profs qui viennent me voir en me disant, est-ce que, voilà, il y a un travail de prof qui se libère, une place de prof qui se libère, est-ce que tu veux devenir prof au lycée? Sachant que moi j'étais déjà en train de chercher un atelier pour m'installer, je voulais m'installer tout de suite après mon diplôme, quoi. C'est comme ça que ça se fait. Je trouve un local, en même temps je dis ok pour mon boulot de prof. Donc là je commence première année où je cumule les 2 boulots, donc assez intense. Deuxième année pareil, je cumule les 2 boulots. Et je me sens un peu frustrée parce que finalement, comme j'ai mon travail de prof, mon atelier, je suis pas à 100%, le magasin est pas ouvert à 100% avec des horaires qui correspondent pas à grand chose, donc ma clientèle est un peu compliquée d'avoir une clientèle vraiment fixe. Et je décide d'arrêter mon travail de prof et de me mettre à 100% à l'atelier. Donc voilà, première année où je fais ça, et c'est là où je commence justement YouTube, la première année, parce qu'en fait je pars de chez mes parents. Je suis partie, finalement j'ai commencé très tôt à travailler à 21 ans, 20 ans je crois, mais je suis partie un peu plus tard chez mes parents parce que finalement j'avais pas le salaire pour payer deux loyers, mon loyer d'atelier et mon loyer d'appartement. Et donc là je me dis c'est bon, je vais y arriver. Et là commence un peu la galère économiquement parce que j'ai ma première année de chômage où ça me fait une petite rentrée d'argent. Et là, j'ai plus de chômage, je vis que de mon atelier. Et là, ça commence à être compliqué parce que c'est que mon magasin marche pas si bien que ça. Là où je suis, Valoris, c'est sur la Côte d'Azur, donc c'est très touristique. C'est entre Cannes et Antibes, tu vois, donc voilà. Mais à Valoris, il y a personne qui vient. En fait, c'est une ville, il y a on va dire 20 ans, c'était noir de monde, tout le monde venait pour la poterie, et maintenant il n'y a plus personne qui vient pour la poterie. Il y a beaucoup moins de potiers dans les rues. Donc voilà, mon magasin fonctionne, mais pas super super bien. Donc je me retrouve un peu en galère d'argent. Et en même temps, je suis sur YouTube, ça marche bien, il y a plein de gens qui me demandent de vendre sur Internet. Moi je me dis mais comment je vais trouver le temps, parce que même si je vends pas beaucoup en magasin, tu vois, je produis quand même toute la journée. Et puis je suis un peu jeune, c'est-à-dire que je commence à travailler à 10 heures, j'arrête à 18 heures. Enfin, j'ai pas une énorme cadence non plus, quoi. Je sors un peu, donc le lendemain, je suis un peu moins efficace. Bref. Et je décide d'ouvrir ma boutique en ligne quand vraiment j'ai plus du tout d'argent. Et là, c'est super. Ça a changé en fait, je pense un peu mon entreprise, parce que tout d'un coup, il y a un super fort engouement, c'est-à-dire que dans mon magasin, bon, j'étais pas à attendre le client parce qu'en fait, je fabrique, et quand le client arrive, je m'arrête de fabriquer et je vais l'accueillir. Alors que là, en fait, je suis en train de fabriquer et les gens sont déjà prêts à acheter pendant que je suis en train de fabriquer sur Internet. Et là, ça change toute la dynamique, et c'est la dynamique que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais que, alors je sais, non, je ne sais pas, mais j'ai une grande assurance que la pièce que je suis en train de fabriquer, elle va être vendue. Et ça me permet, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, mais ça me permet une ouverture d'esprit, en fait. Enfin, comment dire? C'est-à-dire que, par exemple, je faisais une collection qui marchait très très bien en magasin avec des petites fleurs et tout ça, et qui marchait pas très bien sur Internet. Parce que c'était pas le style, parce que finalement, j'avais une clientèle beaucoup plus jeune sur Internet qu'en magasin. Et tout d'un coup, en fait, de vendre sur Internet, je me suis dit, ah, mais je vais pouvoir tester ça, faire d'autres choses, parce que je savais que quand même j'avais une grande chance que ça se vende. Donc ça me permet en fait de faire plein de choses différentes, ce qui m'amène aujourd'hui où je change de collection tous les ans. Ce que la grande majorité des potiers ne font pas. Ils gardent une collection pendant, certains c'est toute leur vie, d'autres pendant au moins 5-10 ans. Moi, tous les ans, je change de collection parce que déjà, je sais que je suis sur les réseaux sociaux et qu'il faut quand même que ça bouge un peu, et parce que je peux me permettre de tester plein de choses différentes parce que j'ai la clientèle qui est là derrière pour pouvoir m'acheter, quoi. Et ça, c'est trop bien, ça m'offre une liberté. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé en partant un peu à droite à gauche, mais Non, c'est génial, c'est passionnant. Et ça, du coup, est-ce que tu l'avais anticipé en te lançant sur YouTube, ou est-ce que c'est venu un peu comme ça et juste waouh, merci?
Non, j'ai pas du tout anticipé et au jour le jour, mon travail sur les réseaux sociaux, je l'anticipe pas du tout. Quand je me suis lancée sur YouTube, c'était, tu vois, au début, je voulais juste parler de maquillage, mais je pense que même parler de beauté, c'était une excuse pour juste communiquer avec d'autres filles et parler le soir. J'entre à mon atelier et je regarde un peu à mon studio et je regarde un peu les commentaires. Et ça s'est fait en fait comme ça. Moi, je pensais ouvrir ma boutique en ligne, mais je me disais bon, le temps que ça va me demander pour peut-être pas me rapporter, je vais avoir les deux en même temps, le magasin. Et puis finalement, la boutique en ligne marche super bien, donc je la développe et tout. Et par exemple, aujourd'hui, je travaille, je fais des ventes éphémères. En gros, je défourne toutes mes pièces et je donne un rendez-vous à mes clientes une fois tous les 2 mois, par exemple. Et en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est juste que dans mon travail, je fais mes pièces, je les mets dans un four, je les sors du four et elles sont prêtes. C'est-à-dire que je fais pas genre un mug et il est prêt. Il faut que je fasse l'entièreté d'un four pour que tout soit prêt. Et à l'époque, au début où j'ouvre ma boutique en ligne, j'ouvre le four, je défonce, je vais sur mon site internet, je mets ça c'est en stock, ça c'est en stock. Et puis de temps en temps, des gens passaient, achetaient et tout. Et ça pouvait partir assez vite, surtout qu'à l'époque, je produisais pas autant qu'aujourd'hui. Et en fait, les filles, elles me disaient, mais attends, mais il faut que tu nous dises quand est-ce que tu mets en ligne. Parce que moi, des fois, je faisais ça genre à 23h sur mon ordinateur, tu vois, je prévenais pas trop. Donc, je disais, bon, au début, ça commençait, je dis, bon, alors attendez, je vais défourner là mardi, donc mercredi à 10h, je serai sur mon ordi, voilà, mercredi 10h. Ok, voilà, donc les filles, elles achetaient mercredi à 10h. Et en fait, ça s'est fait comme ça, c'est qu'à chaque fois, je prévenais quand est-ce que j'allais défourner et je mettais en ligne. Et puis les gens achetaient tout de suite et on a gardé ce système qui peut être très frustrant, je comprends pour certaines personnes, mais c'est pas comme vendre des vêtements où on peut avoir un gros stock et on peut tenir sur plusieurs semaines. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est que je fais du petit stock, par contre je l'ai plus longtemps. Je vais avoir souvent les gens me disent j'ai pas eu le temps d'acheter, je dis mais vous avez tout le temps, cette collection je vais la fabriquer pendant 1 an. Alors, vous l'aurez pas peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois, mais pendant 1 an, vous avez toute cette chance d'acheter mes pièces. Alors que des fois, les vêtements, c'est plutôt, on a un stock, mais sur la saison, après, arrivé décembre, par exemple, je sais pas, il y en a plus, quoi. Donc, Ouais. Oui, et même pour toi, c'est plus écologique aussi de pouvoir fonctionner comme ça, j'imagine, que c'est peut-être moins stressant et te dire, les gens s'ils sont là et puis ça crée aussi de la rareté et un côté un peu unique de chaque. Bon, déjà chaque pièce est unique et on en reparlera de ce côté rare et fragile et singulier de ce que tu fais. Mais je pense que le fait que ce soit des ventes éphémères et qu'il n'y en ait pas pour tout le monde, c'est un peu comme dans le luxe, on va dire, ou dans le sur-mesure, ça fait que ça apporte de la valeur en plus au produit aussi. c'est ça, c'est que les gens, ça leur rappelle qu'en fait, je suis toute seule derrière, qu'il n'y a qu'une seule personne pour fabriquer toutes ces, alors souvent c'est 150 pièces par vente, c'est quand même pas rien, mais finalement quand on voit le nombre de personnes qui vont être connectées le soir d'une vente et j'ai que par exemple 100 ou 150 pièces, en effet ça fait très peu, mais parce que à l'échelle humaine, je suis juste une seule personne. Je suis pas, je sais pas, Ikea qui a par exemple qui va avoir des quantités énormes et qui va pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je dis, c'est en fait moi je suis juste une personne, je peux pas produire plus. Par contre, on est plein de potiers en France et je pense qu'il y en a sur les réseaux sociaux maintenant, mais il y en a tellement qui sont pas sur les réseaux sociaux. Et parfois, je réponds un peu aux gens qui sont frustrés, mais allez sur les marchés de potiers. S'il faut, dans le petit village qui est juste à côté de vous, il y a 10 habitants, il y a peut-être un potier, mais juste, vous le savez pas. Et en fait, des potiers, il y en a partout. Donc, vous n'avez pas pu acheter ma pièce, mais en fait, allez voir les autres potiers et je suis sûre que vous allez peut-être même mieux adorer. S'il faut, c'est à côté de chez vous, donc vous allez pouvoir racheter des pièces au fur et à mesure et vous faire un joli service. Enfin, voilà. Et pour en revenir, tu me disais côté écologique, moi, ce qui est surtout vachement bien, c'est qu'en fait, c'est au niveau de l'organisation de mon travail. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je tourne toute la journée, j'ai les mains dans la terre, et tout d'un coup, m'arrêter, si j'avais une vente, me laver les mains, emballer une pièce, la déposer à la poste, c'est un temps perdu énorme, en fait. Donc là, le fait que c'est vraiment très rythmé mes semaines, je fabrique tout, je fais mes cuissons, j'ai la vente le lundi, et je sais que cette semaine-là, elle servira au colis. Le mardi matin, j'arrive, je commence à faire mes colis, le mercredi aussi,
je commence à faire un dépôt le mercredi après-midi, par exemple, à la poste. Jeudi, je termine les derniers colis. Vendredi, je fais le dernier dépôt. Et vendredi, je range un peu l'atelier, je réorganise. Et hop, le lundi d'après, je me remets à la fabrication. Ça me permet vraiment d'avoir un super rythme de travail et des semaines dédiées à une seule tâche. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. T'es pas du tout comme beaucoup d'entrepreneurs à un peu pouvoir papillonner à droite, à gauche, faire un peu d'email, faire un peu de création de contenu, faire un peu de ceci, de cela. Toi, c'est limite des journées dédiées à chaque grande tâche, c'est ça? Alors sur la tâche au niveau production, sur les réseaux sociaux, pas du tout. Je prévois pas du tout à l'avance et au moment donné. Ouais. Et du coup, justement, comment tu fais pour en même temps avoir la main dans la terre toute la journée et en même temps créer du contenu, notamment sur Instagram, parce que YouTube, tu l'as un peu laissé de côté, du coup, c'est ça? Ouais, ouais, parce que il y a un moment où j'aurais voulu et j'ai essayé plusieurs fois de revenir, mais en fait, il y a un moment où mon travail, c'est quand même de fabriquer des pièces. J'arrive à en vivre en publiant juste sur Instagram. Donc, faut arrêter de vouloir faire plus. Peut-être qu'un jour j'y arriverai et tout, mais là, pour l'instant, je me dis bon, c'est déjà. Oui, et puis entre-temps, tu as aussi eu un petit garçon et un bébé, puis un enfant. Ça prend forcément beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps, mais en même temps, depuis qu'il est à l'école, j'ai beaucoup plus de temps aussi à l'atelier. Je suis beaucoup plus productive parce que je me cale sur ses horaires d'école. C'est-à-dire que là, maintenant, j'arrive à 8h25 à mon atelier. Chose qu'avant, 8h25, c'est l'heure à laquelle je me levais, tu vois. Donc voilà, la phase où il était bébé de 1 à 3 ans, oui, en effet, mon temps d'atelier était très restreint, c'est beaucoup plus compliqué, plus de fatigue. Mais à partir du moment où il a été à l'école, voilà, je suis super. Alors mes journées terminent un petit peu plus tôt, mais je suis très très efficace à l'atelier. Je suis très productive par rapport à il y a 5-6 ans, rien à voir. Ok. Et j'aimerais bien parler des coulisses de l'artisanat, parce que c'est un monde qu'on connaît pas. Tu vois, autant la plupart des gens connaissent le monde du salariat, parce que voilà, c'est un peu le standard. Le monde de l'entrepreneuriat, des business en ligne, il y a de plus en plus de créateurs qui le partagent, donc ok. Mais par contre, les artisans et les artistes, c'est un seul monde et en même temps, je pense que c'est deux univers. T'as quand même pas la même vie qu'un comédien ou une comédienne, par exemple. Euh, c'est quoi un peu ce qu'on ne sait pas sur l'artisanat? Qu'est-ce qu'on sait pas sur l'artisanat? Alors tu vois, c'est dur pour moi de répondre parce que mon papa est artisan. Donc j'ai toujours connu l'artisanat, donc je sais pas comment on peut pas connaître. Tu vois, je sais pas, j'ai pas découvert. Si évidemment, j'ai découvert des choses, mais pas autant que certaines amies, par exemple, que j'ai eues et qui n'ont pas du tout des parents artisans et tout ça. Je pense que Est-ce qu'il y a peut-être des stéréotypes que tu entends souvent et qui sont pas vrais du tout? bah, pour la poterie en tout cas, c'est que je pense que la plupart des gens pensent pas qu'on peut en vivre, puisque d'ailleurs, moi, très régulièrement, on me demande de manière très indélicate des clients que je connais depuis 5 secondes dans un magasin, mais vous arrivez à en vivre? Je sais, moi, je trouve ça toujours cette question, je vais me dire, mais moi, est-ce que je vous pose la question de, déjà, je sais pas ce que vous faites dans la vie, enfin, c'est tellement indélicat cette question, comme si... en fait le métier d'artisan de potier en France, il est pas du tout mis en valeur. On n'est pas du tout un métier comme par exemple si je travaillais dans le bijou. Même si j'étais artisan dans un tout petit local, je pense que les gens se poseraient même pas la question de est-ce que j'arrive à en vivre à partir du moment où je crée du bijou. Parce que le bijou en France, ça a une très belle notoriété bon partout dans le monde. Mais par exemple au Japon, on n'irait jamais demander à un potier s'il arrive à en vivre parce que au Japon, le métier de potier c'est un art majeur. C'est des gens qui sont très respectés. D'ailleurs, au Japon, un bol de cérémonie ça se vend 4 000 €, tu vois. Et ça choque personne, en fait, c'est normal. En France, je vends un bol 30 €, les gens, ils sont C'est l'apoplexie. cher et tout, enfin voilà. Donc et souvent d'ailleurs des gens vont être très étonnés de voir ce prix-là, 30 €, mais pourquoi 30 €? Parce que ces dernières années, on est habitué à acheter notre vaisselle dans des grands magasins où le prix n'est pas 30 €. Enfin voilà, donc les gens vont rentrer, vont voir que c'est 30 € et puis vont voir mon petit atelier
En plus, je suis une femme. En plus, je suis un peu jeune. Donc, on se dit, bon, bah, je suis pas très productive. Je vends pas beaucoup. Et en plus, je suis installée dans une ville où les touristes, quand ils viennent, ils arrivent de Cannes où c'est noir de monde, ils arrivent à Valoris, il y a personne dans la rue. Donc, en effet, on se pose la question, est-ce qu'on arrive à en vivre? Et je pense qu'on a toujours cette image un peu de l'artisan, et donc surtout du potier, dans son petit atelier, qui bricole 2-3 trucs, et tu vois qu'il doit rentrer peut-être un peu d'argent au black, un peu d'espèces là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image des artisans en fait, et notamment des potiers, où beaucoup les potiers, on les voit sur des marchés de potiers, où voilà, ils ont leur stand avec quelques poteries, et puis on se dit bon bah voilà, ils vendent une fois tous les je sais pas combien, donc souvent en plus ils vendent un peu dans ils vivent dans ce que j'appelle le trou du cul du monde, c'est-à-dire que moi chaque fois que je vais voir mes copains potiers, là tu vois j'étais encore dans le Lot ou en Dordogne, en Corrèze, je vois toujours des petits ateliers, les potiers ils vivent toujours dans des petits villages où il n'y a pas grand chose, et on a un peu l'impression voilà, que ce sont des gens ce sont des gens qui ont des vies très simples généralement, mais on peut très bien en vivre, et on enfin tu me demandais ce qu'on connaît pas de l'artisanat, mais oui, je comprends, c'est ton monde, c'est ta normalité en fait. Ouais. Et je peux pas te demander d'en sortir. Qu'est-ce que tu réponds du coup à des personnes qui disent ah mais pourquoi c'est entre guillemets aussi cher, ou en tout cas plus cher que chez Ikea, clairement. Alors heureusement cette question on me la pose plus. Mais déjà. Ouais, voilà, ça fait du bien. Bah déjà sur les réseaux sociaux, on me la pose plus du tout parce que ça y est, les gens ont compris le temps qu'il y avait derrière. Ouais. Oui, et je pense que ta communauté, tu as réussi à la sensibiliser aussi, et c'est hyper important en tant qu'artisan, créateur ou n'importe quel entrepreneur d'exprimer pourquoi le prix, enfin qu'est-ce qui se cache derrière. Sinon, les gens effectivement habitués à du Ikea, du Casa ou du je sais pas qui, Maison du Monde, pour n'en citer que, bah, ils peuvent pas comprendre, et c'est entre guillemets normal aussi parce qu'ils ne connaissent pas les coulisses. Donc moi souvent quand les gens me posaient la question, alors c'était souvent très bien, c'était pas, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi c'est aussi cher d'une manière pas très intelligente on va dire, mais la plupart du temps je le comprenais très bien, c'est parce qu'en fait les gens ne savent pas du tout. Par exemple, ils savent pas du tout qu'il y a 2 cuissons. Alors moi j'expliquais, vous savez par exemple la céramique c'est cuit 2 fois. Vous voyez, quand vous faites cuire une tarte à 200 degrés, ça vous consomme de l'électricité. Imaginez, moi, mes pièces, je les cuis à 1300 degrés. Vous imaginez déjà ma facture d'électricité? Ah oui, d'accord. Et puis après, j'explique les étapes. Vous voyez, la pièce, d'abord, il faut que je la tourne. Ensuite, il faut que je la cuise une première fois. Ensuite, il faut appliquer l'émail. Et puis là, ce que je vous dis pas, c'est les petites étapes entre chaque, parce que vous avez vu, là, la pièce, elle est toute lisse, donc il faut passer un petit coup d'éponge et tout ça. Puis des fois, je leur montrais, j'avais un petit placard à l'atelier que je gardais spécialement avec toutes les pièces ratées. Je leur dis, vous voyez là, par exemple, pour avoir ce mug, bah il y en a, regardez tout ce qui est parti à la poubelle à côté, parce que quand ça sort du four, on sait jamais. Et voilà, et les gens, en discutant comme ça, ils arrivaient à comprendre, parce qu'en fait, oui, ils savent pas qu'il y a 2 cuissons. Souvent, on a peut-être vu là par exemple, il va y avoir la fête de la poterie à Valoris dimanche, donc on voit les potiers qui tournent dehors, et on se dit, en 2 minutes, c'est fait le pot, quoi, c'est super rapide. Et en effet, la partie de tournage, c'est pas la partie la plus longue. C'est toutes les petites étapes qui vont après, et il suffit de les expliquer simplement, et les gens comprennent très bien en fait que en fait je crois qu'on n'imagine pas tu vois, quand on achète les pièces à Maison du Monde, Ikea, on se dit pas attends, la pièce, les gens ils ont mis les mains dedans. Non, en fait c'est juste une machine, c'est fait par une machine. D'ailleurs souvent les gens ils pensent que les pièces qu'ils achètent à Ikea, Casa, c'est fait par des machines, mais en fait là non, il y en a certaines qui sont faites par des machines, entre guillemets, mais c'est toujours semi-industriel, en fait. Il y a toujours une main d'homme qui vient derrière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pièces, et on le voit d'ailleurs dans certaines collections où ils essayent d'imiter le style artisan, maintenant, les grandes enseignes. Et en fait, c'est tourné à la main. Mais c'est juste que c'est pas en France, parce que le salaire d'un Français et le salaire pour rester en Espagne, au Portugal ou au Maroc, c'est pas les mêmes, mais par contre c'est fait à la main. Et souvent d'ailleurs on l'oublie que même en industriel, il y a plein de pièces, elles sont faites à la main. Et si on regarde, moi ça m'est déjà arrivé d'aller une fois à Carrefour, et puis je regarde un peu toute la vaisselle, et en fait il y a des défauts partout, il y a des fois elles sont pas pareilles, mais on s'attarde pas quand on achète un bol à 4 euros. On va dans le rayon, on a l'impression qu'ils sont tous pareils, on prend le premier de la pile, et puis voilà. Alors qu'en fait, j'invite les gens toujours à regarder dans les rayons des grands magasins, les pièces, elles ont des défauts, et elles sont aussi parfois toutes différentes. Ouais.
Et est-ce que pour toi, c'est justement des défauts encore? Ce qu'on appelle habituellement des défauts? Alors souvent j'appelle ça imperfection. C'est Mmh. aussi pour ça que je fais souvent les ventes les imparfaites avec les pièces qui ont ces imperfections. C'est des défauts parce que c'est quand on est potier ou même de tous les métiers d'artisanat, mais surtout potier, tu fais une pièce, tu veux qu'elle quand elle sort du four et qu'elle est parfaite, t'es trop content. Quand il y a une imperfection, en fait t'es pas Donc content. parfaite par rapport à l'image que toi, tu en avais et ce que tu souhaites qu'elle soit à la fin. Voilà, C'est ça? c'est ça. Mmh. Et ce que aussi le client veut, parce que même si beaucoup de gens me disent ah mais moi j'aime bien quand c'est pas parfait, j'aime bien. En fait, il y a quand même 95% des gens qui préfèrent que la pièce elle soit parfaite. Et moi, je travaille une terre, la porcelaine, qui est amenée à être imparfaite. C'est un peu genre, c'est sa vie, quoi. Elle est déformée. Comme elle est blanche, elle a souvent des petites taches. Elle est, enfin vraiment, c'est presque impossible d'avoir des pièces parfaites en porcelaine. Et quand j'envoie mes, donc il y en a certaines qui sont déformées, mais pour moi elles sont pas imparfaites. C'est juste qu'il y a un moment en fait je peux pas les faire parfaites et voilà. Donc elles sont comme ça. Je vais les envoyer et il y a régulièrement des gens qui m'envoient un mail pour me dire voilà j'ai reçu la pièce mais elle est un peu déformée et tout ça. Bah ouais en fait c'est ça. Après il y a pas de souci si elle vous empêche vraiment d'être de faire sa vie. Si c'est un mug et que vous pouvez vraiment pas boire dedans, vous me la renvoyez. Si vraiment elle vous plaît pas, il y a pas de souci, vous me la renvoyez. Mais en fait, c'est juste que moi, je peux pas faire des pièces parfaites. Et en fait, c'est plus une pression, je pense, tu vois, quand elle sort du four et qu'elle est pas parfaite, c'est pas moi qui me dis, oh, j'ai fait un travail pourri, oh non. C'est plus, oh, je vais encore peut-être avoir une réponse d'un client qui ne va pas être content parce qu'elle n'est pas parfaite. Et ça, tu sais, c'est une source d'angoisse pour toi? Ah bah ouais. Mais de tous Mmh. les potiers, hein. Moi, pour en discuter avec tous les amis et notamment les copines qui font de la porcelaine, quand tu défournes et qu'il y a des déformations, que tu vois toutes tes pièces, tu le sais qu'il va y avoir sûrement des retours négatifs. Alors moi, je le mets bien sur mon site internet, je l'explique bien sur chaque fiche produit que la porcelaine c'est pas des pièces parfaites, que ça peut être déformé. Je le communique régulièrement sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que parfois ça me frustre un peu quand je reçois un mail d'une personne qui me dit qu'elle est pas contente de la pièce. Déjà, j'ai envie de dire, avec toutes les personnes qui auraient pu acheter la pièce, c'est tombé malheureusement sur cette personne. Et puis je le dis, en fait, si vous aimez les pièces parfaites, n'achetez pas mes pièces. Vraiment, je peux pas. Alors, il y en a qui sortent, elles sont très bien, hein, les pièces. Mais je ne peux pas faire de la perfection à 100%. Donc, peut-être aller vers quelqu'un qui fait du grès, par exemple. Il y a beaucoup moins d'imperfections sur le grès et tout ça. Donc, oui, c'est une source de stress et d'angoisse quand je défourne et que je vois mes pièces qui sont pas parfaites. Et Mmh. ce le sera toujours, je pense. Ouais. Oui, je comprends parce que je pense que pour les personnes qui n'ont jamais fait de poterie ou de céramique, il y a la pièce que toi tu crées avant d'être enfournée, et puis il y a la pièce qui vit sa vie dans le four. C'est ça. Et toi, tu ne sais pas C'est en complètement ouvrant le ça. four ce que tu vas trouver. Ouais. Et surtout, moi, tu vois, j'ai fait un CAP, donc je travaille en série. Donc, je fais mes mugs, j'en fais 60 d'affilée. Pour moi, je les fais tous pareils. Donc, pourquoi sur ces 60 mugs, il y en a 5 qui sont énormément déformés, 20 qui sont un peu déformés, et genre 30 qui sont parfaits? Pourquoi alors que moi, j'ai fait tout pareil? Et il y a un moment, en fait, je peux pas faire plus que ça, en fait. Et Mmh. c'est souvent ce que j'explique aux gens donc, qui sont pas contents et qui m'envoient des mails. Je dis en fait, c'est comme dans la nature, on peut pas tout contrôler. Vous voyez, il y a des fois, il y a des fleurs, elles sortent, elles sont très belles, et puis il y a celle d'à côté, elle va être un peu moins belle. Mais c'est pas pour autant qu'elle est pas belle, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine que ça doit être extrêmement délicat d'expliquer ça, d'être à la fois, bah, dans la compassion pour la personne de oui, je comprends votre ressenti, pourquoi pas, et en même temps mais c'est pas de ma faute et c'est pas, j'ai pas voulu vous envoyer un mug moche ou je sais pas quoi, enfin c'est pas de ma volonté. Donc à la fois être droite dans ses bottes et en même temps dans la compassion. Ouais. Et puis aussi informer les gens, leur dire en fait c'est normal. Et même si vous allez à Casa, il y a des pièces qui sont déformées. Ce qui est compliqué, c'est que moi, tu vois, un mug, je le vends 40 €. Et c'est un prix quand même 40 €. Et je comprends, il y a des, moi à l'époque j'aurais pas pu m'acheter un mug de 40 €, donc je comprends, mais le truc c'est qu'en fait quand tu mets 40 € dans un mug, en tout cas dans mon atelier, tu n'achètes pas une pièce parfaite. C'est pas parce que Mm. tu la payes cher qu'elle est parfaite en fait.
c'est pas ça que tu achètes. Tu achètes le temps que j'ai passé à la faire. Si vraiment je devais vendre que les pièces parfaites, c'est pas 40 € les pièces que je les vendrais. C'est 200 € le mug. Parce qu'il faudrait que je jette, je sais pas, 60-70% de mon travail à la poubelle, quoi. Oui, ce qu'on achète quand on va chez un artisan, quel qu'il soit, c'est un objet unique. C'est un objet qui a une histoire. C'est un objet qui est transmis d'un humain à un humain. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le meuble de chez Casa, quoi. Et en même temps, je pense qu'heureusement pour toi, la plupart des gens sont aussi attirés par ça et conscients de la variabilité de ce qui peut arriver et qui apporte à ça une certaine valeur aussi. Ben, c'est ce que j'essaye vraiment de communiquer sur les réseaux sociaux, et ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de créer une histoire. Tu vois, quand je sors une collection, quand je fabrique les pièces, créer une histoire pour qu'en fait, en fait, ce mug, c'est pas juste un mug. C'est la collection Terra Rosa, faite à partir d'une terre qui a été recyclée, tout ça. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, qu'est-ce qu'elle inspire aux autres, toutes les étapes de fabrication. En fait, ce mug, il a une vie. Moi, j'y ai passé du temps, même si je fais en série, même si je mets 4 minutes à tourner un mug. Ensuite, à la main, je l'ai nettoyé à l'éponge pour faire apparaître certaines lignes et tout. Et celui-ci, il est très différent des autres parce que là, je vais m'y attarder un petit peu plus. Donc voilà, chaque objet a sa petite vie. Et souvent, c'est ça que j'aime bien, c'est que les gens, quand ils achètent mes pièces, ils vont mettre la pièce et elle va trôner sur la petite étagère et tout, parce que en plus d'avoir payé 40 €, ce qui fait un objet de valeur pour eux parce qu'ils l'ont payé cher, ils savent tout ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est que souvent j'ai des abonnés qui viennent dans mon magasin. Alors elles sont un peu comme moi, elles sont un peu réservées et tout, donc elles me parlent pas tout de suite. Moi, je suis en train de travailler et j'ai s'entends souvent, elles sont avec leur amie, puis elle dit, alors tu vois, alors la pièce, alors elle est cuite là comme ça, et puis elle fait de la monocuisson. Et en fait, j'ai plus rien à faire. La personne, elle sait tout de la pièce, et ça c'est trop bien. Bon bah voilà, j'ai fait mon travail. La personne, elle achète la pièce, elle sait exactement de A à Z ce qui lui est arrivé à cette pièce avant d'être comme ça, quoi. Génial. Et ouais, c'est effectivement, l'humain aime les histoires. Et c'est pour ça que on entend tellement parler aussi du storytelling dans l'entrepreneuriat en règle générale, qu'on entend tous ces entrepreneurs qui partagent leur histoire, les hauts, les bas, les trucs, vraiment. Et c'est beau que toi, et consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, tu vas pouvoir nous le dire, mais réutiliser ça pour tes pièces à toi. Pas peut-être pour toi, Justine, aussi, en tant que céramiste et entrepreneur, artisane, mais aussi pour chacune de tes collections, raconter le pourquoi, peut-être l'illumination ou la fulgurance que tu as pu avoir sur, ok, je vais faire une collection comme ça, avec telle couleur, avec telle forme, avec telle matière aussi, peut-être, pour raconter cette histoire. En fait, je l'ai toujours fait, et au début, c'était inconscient. Et c'est peut-être dans ma formation où les profs m'ont appris à le faire, je sais pas, mais tu vois, moi, quand je me suis installée juste après mes études, j'avais mon petit magasin. Et dès le début, déjà, je voulais un nom de marque. Souvent, les potiers, leur nom, c'est leur nom de marque. Et moi, non. Je voulais créer un univers. Donc, les petites porcelaines, j'imaginais une petite boutique. Tu vois, j'avais acheté plein de meubles vintage que j'avais repeints en bleu un peu patiné et tout. Et je voulais que ça soit un peu ambiance jardin d'été, un peu à l'anglaise, petit salon de thé, tu vois. Tout était... Et je voulais créer cet univers pour que les gens, quand ils rentrent dans mon magasin, ils aient cette ambiance-là. Et en fait, ça a continué finalement. Et c'est ça qui m'a aidé, je crois, quand au début j'avais le magasin, c'était mettre les pièces en mise en scène. Alors que c'est vrai que, tu vois, beaucoup de potiers chez qui j'étais en stage et tout, ils ont l'atelier, ils n'ont pas forcément de magasin, et ils vendent après sur les marchés. Donc t'essayes de faire un beau stand sur un marché, mais t'es souvent un peu limité quand même. Et moi, je me souviens de copines qui venaient dans mon magasin qui disaient, ah, ça me donne trop envie, moi aussi, j'ai trop envie de mettre en pièces les scènes comme ça. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, c'est des objets utilitaires. Donc, c'est des objets de tous les jours. Ils rentrent dans notre quotidien. C'est pas comme une sculpture. Si, elle va rentrer dans le quotidien, mais souvent, elle va pas bouger, elle va être là, et puis elle va être dans le décor. Alors qu'un objet utilitaire, non, c'est tous les jours, on le prend à la main, on le met dans la vaisselle et tout, il se range là. Soit il est pris le matin au petit déjeuner, puis après peut-être on le ressort avec les copines quand on fait ça. Enfin,
Tu vois, c'est un truc qui vit, donc il faut créer un univers autour, et ça se fait en fait très naturellement. Et moi, j'ai continué à le faire parce qu'aussi ça m'aide sur les réseaux sociaux à communiquer, parce que c'est la barrière qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils sont pas dans mon atelier, ils ont pas mon univers, ils entendent pas ce qui se passe, ils ont pas les sons, ils ont pas les odeurs et tout ça, ils ont pas, donc il faut recréer, en fait, tout ça, tout ce que j'imagine. Donc à chaque fois que j'ai une collection, et j'essaye vraiment de le faire de plus en plus, j'imagine un univers tout autour et j'essaye de le communiquer. Après aussi, laisser la place pour que les gens puissent créer leur propre histoire avec leurs pièces. Se l'approprier, ouais. Ouais. Tu vois, tu disais que c'était normal ou naturel, et ça l'est pas pour tout le monde du tout. Tu vois, moi j'ai plein de clientes qui partagent plus leurs outils, tu vois, qui seraient à ta place autour de la céramique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, ou c'est autour le yoga, qu'est-ce que c'est, la sophrologie, le coaching, etc. Et qui ne créent pas du tout d'histoire, ni pour elles-mêmes, ni pour leurs offres, ni pour leur collection ou quoi que ce soit. Alors que c'est ça qui permet à la personne aussi d'entrer dans l'univers, de ressentir des choses, de se connecter à l'humain qu'il y a derrière, et en même temps de se projeter aussi avec ce produit, ou après avoir vécu ce service-là, je sais pas, un massage, une séance de sophro, de yoga ou quoi que ce soit. Et c'est aussi cette projection-là qui donne envie d'acheter. C'est quand on voit ton bol joliment installé peut-être sur une table avec une serviette, avec un bouquet de fleurs, qu'on se dit ah ouais, j'ai aussi envie d'avoir ça chez moi. Ouais, ouais, ouais. Et bah tu vois, peut-être que donc moi mon papa, je t'ai dit, il est artisan, et ma maman elle était dans la pub. Et je pense que les deux, alors elle était pas dans la pub, dans la communication, parce que elle était plus dans le côté commercial, mais je me souviens que quand je regardais les publicités à la télé, tu vois, c'était un truc que je regardais avec attention, et ma mère, elle était beaucoup dans l'affichage, dans les rues, les affiches, et on y faisait énormément attention avec ma sœur, mes parents, ma mère, voilà, tu vois, c'était telle affiche et tout. Et la publicité, pour moi, tu vois, ça a été toujours quelque chose quand même d'important, parce que ma maman travaillait dedans. Donc je sais, et puis j'entendais les chiffres et tout ça, enfin c'est des trucs, en fait c'est genre super important la publicité. Mais moi, toute cette publicité, elle me dégoûtait. Elseve, L'Oréal, à tous les trucs, et je me disais mais c'est trop, mais c'est pas moi. Tu sais, on a toutes vu ces filles Vénus qui se rase, Ouais, c'est too much. il y a pas de poils. Alors là, récemment, j'ai revu une pub Vénus là, puisque je regarde les JO, et j'ai vu que ça y est, maintenant elles ont mis les poils. Mais voilà, moi j'ai toujours vu cette pub je me disais mais c'est pas possible en fait, cette pub. Et je pense qu'un peu inconsciemment, moi, je savais qu'il fallait faire sa publicité. Ça, c'est un truc, c'est normal, quoi, pour vendre. En plus, mon magasin, comme ça fonctionnait pas très très bien, j'ai bien compris que le client, il allait pas rentrer tout seul dans mon magasin, qu'il fallait que j'aille le chercher. Et pour aller le chercher, il faut que je puisse montrer mes pièces. Donc, aller sur les réseaux sociaux et faire. Et moi, je suis dans l'artisanat, je suis pas dans l'industriel, donc il faut que je communique complètement différemment des industriels, c'est-à-dire montrer tout ce qu'il y a derrière. Chose qu'il y a, je pense, la génération de nos parents, fallait surtout pas dire ce qu'il y a derrière. Faut surtout pas dire comment c'est fabriqué. Faut surtout pas dire les matières premières qui sont utilisées. Non, 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 c'est pas du tout ça qu'il faut montrer. Les gens, ça les intéresse pas. Faut pas montrer tout ça. Un atelier, c'est pas beau et tout ça. Mais en fait, non, maintenant, justement, on veut de la transparence, on veut tout voir. Et ça, c'est le gros avantage des artisans, en tout cas des gens qui sont à leur compte, c'est que nous, on peut tout montrer. Il n'y a pas besoin d'aller dans une usine à l'autre bout du monde, et peut-être ce jour-là de prévenir qu'en fait il faut passer l'aspi parce qu'il faut que ce soit joli ou je sais pas quoi, parce qu'on veut filmer ou mettre en scène. Nous, en fait, au quotidien, on a juste à allumer le téléphone, on peut montrer direct comment c'est fabriqué. Et ça, c'est l'énorme avantage. Et c'est ce que j'essaye de dire à toutes mes copines qui essayent de se mettre un peu sur les réseaux sociaux, c'est que je lui dis, mais t'as rien à mettre en scène. En fait, juste, tu prends ton téléphone, tu fais juste la photo de ton étagère mais même pas, moi, tu vois, quand je prends des photos et tout, je touche même pas les pièces. Ça n'a pas besoin de s'embêter. En fait, on a nos ateliers, ils sont déjà, en plus, on a un travail hyper visuel dans la céramique. Donc juste, en fait, notre métier, il est déjà beau comme ça. Et on a un énorme avantage, c'est qu'on peut tout montrer de A à Z parce que tout est au même endroit et géré par nous-mêmes. Donc ça, c'est trop bien. Ouais, je suis complètement d'accord. On a beaucoup parlé de ton entreprise. J'ai envie qu'on parle là pour la fin du podcast, encore quelques minutes, de toi, Justine, l'humaine, et de ce qu'elle a traversé toutes ces années et de ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, il y a une difficulté
dont tu as du mal à parler, que tu as du mal à assumer, que tu as vécu avec ton entreprise peut-être ces dernières années? Je réfléchis un peu. Je pense que c'est un peu toujours la même chose, mais je dirais de pas assez produire finalement parce que la demande est toujours énormément plus élevée que ce que je peux produire. Donc c'est toujours une énorme frustration pour moi et pour mes clients. Euh, et c'est pour ça que je le comprends très bien que les gens soient frustrés parce que je le suis aussi énormément. Et, euh, et souvent quand j'en parle un peu autour de moi, on me dit pourquoi t'embauches pas quelqu'un en fait, tu vois, comme si c'était très très simple. Tu veux produire plus pour gagner plus, tu embauches quelqu'un. Mais j'ai essayé et c'est pas du tout aussi simple que ça. Parce que j'ai essayé à un moment d'embaucher quelqu'un qui pouvait m'aider à tourner et en fait moi la porcelaine c'est donc la terre la plus dure à tourner. Si tu veux t'apprends à tourner pendant on va dire 5 ans et puis tout d'un coup tu mets les mains dans la porcelaine, tu réapprends tout. Ça n'a rien à voir. Et en plus, je veux des pièces très fines. Je suis très méticuleuse là-dessus. J'ai pas réussi à trouver la personne qui arrivait à bien tourner. Et puis en même temps, moi, vendre des pièces que j'ai pas tournées moi-même, en fait, j'y arriverai pas. C'est un truc que j'arriverai pas à faire. Ouais, je comprends. Donc je me dis déléguer d'autres tâches. Par exemple, tu vois, l'emballage des colis. Moi, l'emballage des colis, ça me permet aussi pendant une semaine de faire une pause sur le tournage, tu vois. Donc c'est pas mal aussi. Bon, déléguer les réseaux sociaux. Ouais, mais moi, en fait, j'aime bien ça. En fait, communiquer sur les réseaux sociaux, faire, même si des fois, j'ai pas le temps et tout ça, si j'ai pas le temps, je le fais pas, en fait. C'est pas grave, mais j'aime bien travailler le site internet. C'est pareil, en fait. Moi, j'adore ça, être derrière mon ordi, gérer moi-même mon site internet. Donc c'est un peu le truc, voilà, des fois, je suis vraiment très frustrée parce que je me dis, je suis limitée, en fait, à ma seule personne et à mes deux mains. Mais il faut que j'arrive à vivre avec. Et puis aussi financièrement, en fait, il y a un moment où je vais atteindre ma limite, où mon chiffre d'affaires, il y a un moment vraiment j'aurais atteint, à moins d'augmenter les prix à chaque fois pour gagner plus. Mais bon, faut être réaliste, quoi. Cette pièce, je la vends 40 euros parce qu'elle vaut 40 euros. Je vais pas la vendre 40 euros parce que je veux gagner beaucoup plus cher, beaucoup plus ma vie parce que je peux pas produire plus, tu vois. C'est pas Et sensé. puis, ça peut vite devenir un cercle vicieux de si tu embauches quelqu'un, il faut effectivement gagner plus et gagner plus sur le très long terme. Et puis au bout d'un moment, on a aussi le droit de pas avoir envie de gagner plus, de pas avoir envie de faire plus que là, ton métier tel qu'il est, avec toutes les tâches et toutes les casquettes que tu as. En fait, ça te convient et ça t'épanouit et ça te permet d'être à la fois créative, à la fois entrepreneur et à la fois maman et femme et tout ce qu'on veut. Et je crois que c'est important de sortir de cette course du toujours plus par rapport aux critères, aux standards du succès de la société. Et non, en fait, les gars, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie et j'ai pas besoin de me trouver une excuse ou une raison pseudo-valable pour les autres. J'ai pas envie, en fait. Je pense que les gens, ils doivent, un peu extérieurs, doivent se dire, mais attends, en fait, ça a l'air si facile, tu vois, tu vends tellement bien que tu pourrais vachement bien gagner plus, alors sachant que je gagne très bien. Ouais, limite, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, je passe à côté de quelque chose, tu vois. Mais moi, souvent, après, je vais expliquer, je vais dire, déjà, si j'embauche quelqu'un, cette personne, faut que je la paye. Donc, limite, tout ce qu'elle va me faire gagner comme temps, ça me permet juste de payer son salaire. Donc, au final, je reviendrai au même. Et puis après, ça veut dire que je vais devoir gérer quelqu'un, tu vois. Enfin, Il y a rien de plus complexe que de gérer l'humain, commencer à déléguer. Et tu vois, j'ai une petite équipe, mais une équipe quand même. Et ça prend un temps, une énergie et même un stress parce que du coup, il faut que tu génères de l'argent. Parce que c'est leur salaire que tu vas payer d'abord. Moi, je sais que c'est pas le mien c'est pas moi que je paye d'abord, c'est elles. Et donc, c'est aussi là, j'ai un bout de leur vie sur mes épaules. Et putain, c'est lourd parfois. ouais. Et puis, il faut savoir bien manager et tout ça. Enfin, Mm. j'ai déjà expliqué, moi, c'est pas mon travail. Donc, je prends régulièrement des stagiaires. Bon, là, dernièrement, j'en ai pris un peu moins. Mais dire à quelqu'un quoi faire, ça va 5 minutes. Mais en fait, moi, de toute la journée, de tous les jours, je
je peux pas quoi. Ouais. J'en ai pas envie en fait. Je sais qu'il y a des gens, bah, tu vois, toi, je pense peut-être ça te pose aucun problème tout ça. Je connais d'autres céramistes qui ont embauché. Moi, j'ai pas envie en plus. Et surtout le gros truc, c'est que moi, j'aime être seule dans mon atelier. C'est Mm. vraiment un truc. J'arrive, je suis toute seule, il y a pas de bruit, ou alors je mets un peu une série ou un truc, mais j'aime être seule. Et embaucher quelqu'un, ou alors je pourrais le faire en intérim, mais voilà, ce serait plus la même chose. Ouais, ouais, je comprends complètement et tu vois, j'en discutais sur l'épisode de podcast précédent ou celui d'avant que je mettrai dans les notes de celui-ci avec une freelance qui était devenue coach Instagram et qui est revenue au freelancing donc à quelque chose de solo parce que justement en fait ça ne lui correspondait pas. Ouais, elle était appelée de partout, elle avait plein d'opportunités et puis en fait non, c'était juste pas ça qu'elle voulait faire et c'est beau de se donner enfin de prendre ce courage-là et de se donner cet amour-là de non, ça me convient en fait. Et là, je vis pour moi, pas pour cocher des cases. Donc, donc ouais, très heureuse que tu sois bien ancrée aussi dans tes bottes et connectée avec toi. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai quelques dernières petites questions. Est-ce que il y a une chose que l'on ne sait pas sur Justine, peut-être une anecdote un peu loufoque sur toi, un trait de personnalité ou quelque chose que tu aimes, un loisir ou je sais pas ton plat favori qui est un peu chelou. Bah moi comme je travaille, enfin je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens savent quand même pas mal de choses. Si je sais maintenant ça l'est un petit peu moins, mais euh, souvent les gens quand ils rentraient dans mon magasin ou quand ils me voyaient, ils s'imaginaient, surtout à l'époque, je faisais de la porcelaine très délicate avec des petites fleurs. Donc j'étais la petite potière habillée en blanc, un peu timide, toute délicate, chose que je ne suis pas du tout dans la vraie vie. Clairement, tu vois, là, je reviens d'un festival de 3 jours d'humour organisé par Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré. Donc, voilà, je sais pas si tu vois le genre d'humour que c'est. C'est pas du tout, je suis pas, c'est pas que je suis pas dans la délicatesse parce que oui, je fais attention aux détails, je vais être très maniaque et tout ça, mais je suis pas du tout. J'aime beaucoup rire. Je pense que je fais rire beaucoup de gens aussi. Euh, voilà, même si j'ai, Ouais, ouais, t'as une image sur les réseaux ou une apparence qui ne dit pas tout de ce que tu es en fait. voilà. Mmh. Alors maintenant, je crois que je le partage quand même un peu plus parce que j'ai pris en maturité, mais on va dire il y a 4-5 ans, peut-être j'avais encore un peu cette image un peu lisse, voilà. Ouais, je comprends. Si tu devais être encore un peu plus toi, un peu plus vrai, un peu plus authentique justement, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais? Je crois que franchement, sur les réseaux sociaux, je le suis, j'ai pas l'impression tu vois, si je vais De faire une porter un story, masque? Ouais. je vais pas me recoiffer, me regarder dans le miroir avant. En fait, j'ai un truc à dire, je le prends et je le fais, tu vois. À un moment, je mettais des filtres parce que mon téléphone, il marchait plus, il faisait des stories bizarres et une copine m'avait dit, mais pourquoi tu mets des filtres? Je dis, mais c'est juste mon téléphone qui marche plus. Mais j'ai pas l'impression de jouer un autre rôle et de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, là, peut-être ça me viendra dans 10 minutes et je me dirai, ah oui, j'aurais dû dire ça, mais vraiment, j'ai l'impression de partager 100% de moi. Il y a aucun Mmh. filtre. Il y a et je saurais pas mettre des filtres en plus. Enfin, Eh ben écoute, tant mieux, hein. C'est très chouette comme ça, tant pour toi que pour les autres, parce que c'est aussi lourd à porter de faire semblant d'avoir un masque, de jouer un rôle. C'est pas une vie, quoi. ouais, et puis moi, je suis dans mon atelier, c'est mon univers, c'est vraiment mon chez moi. Donc, Mmh. si je devais mettre un masque dans mon propre, tu vois, des fois, tu mets un masque avec des gens Oui, en une soirée, en soirée et tout ça, société, je voilà. vois, ouais. Voilà. Et puis, mais moi, dans mon propre atelier, enfin, ce serait bizarre. Sur mon compte Instagram que moi-même j'ai créé, tu vois, ce serait quand même bizarre que je mette un filtre, que je crée un Mmh. univers. On peut le voir peut-être chez les influenceuses parce qu'elles créent un univers autour de leur personne et parce que elles ne montrent pas tout de leur vie privée, donc elles vont créer une sorte de personnage qui est quand même la réalité parce que c'est un personnage qu'elles ont créé. Mais moi, je suis Justine Lapotière, c'est mon personnage et c'est ma vie, donc je j'ai rien à créer, rien à mettre de filtre, ni rien du tout. Quoi. Mmh. Trop bien. Et pour finir,
Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Tu as peut-être 2 ou 3 femmes entrepreneurs, si tu trouves, que tu apprécies suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peut-être, des collègues à toi ou et cetera? Hem, je suis beaucoup de potières sur les réseaux sociaux parce que, tu vois, entre potiers, on se suit beaucoup. On est tous des concurrents, mais on est tous les meilleurs amis. Et j'ai pas de nom en tête, mais je crois que toutes les potières sur Instagram m'inspirent énormément, que ce soit une personne qui est là depuis très longtemps, comme une petite jeune, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent et certains céramistes, ça peut les déranger. Moi, au contraire, je trouve ça cool parce que on vient de partout et on a des idées nouvelles. Et tu vois, je vais suivre des jeunes qui viennent de commencer et puis elles vont partager leur quotidien à l'atelier d'une manière très différente de la mienne. Donc, je trouve ça aussi très inspirant. Ouais, ouais, c'est enrichissant, je suis d'accord. Au lieu de jalouser ou d'envier ou d'être en colère, je vais me nourrir de tout ça et puis ça va aussi me pousser à me renouveler. Ouais, C'est parce hyper que les important. réseaux sociaux, c'est ça, hein. Il faut savoir bouger, se renouveler, ce qui peut être très dur, surtout quand, tu vois, moi j'ai un gros compte, donc on pourrait se dire, bah, en fait c'est facile et tout, mais moi je me rends compte que par exemple, il y a 5 ans, quand je faisais une vidéo où je suis en train de tourner, bah, ça cartonnait. Aujourd'hui, si je me mets en une vidéo en train juste de tourner un mug, c'est pas que ça va faire un bide, mais presque, tu vois, parce que bah, il y en a plein maintenant et que les gens, c'est bon, ils ont vu, donc il faut montrer autre chose. Et il faut pas se dire, oh, c'est fatigant, c'est stimulant en fait. Il faut Ouais. stimuler, rechercher, parce que sinon, nous, on va se lasser de notre propre boulot. Donc, je dirais, tu vois, voilà, les femmes qui créent sur Instagram, et je dis les femmes parce que le peu d'hommes que je suis, même si j'aime les suivre, je vais les suivre plus pour leurs pièces que pour l'inspiration de leur création. Je pense à des céramistes comme Florent Gasby, c'est un céramiste qui est très suivi et qui produit énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Et il fait des formats assez longs. J'aime bien, je le suis, mais je regarde jamais en entier et ça m'inspire pas parce que c'est pas ça que je veux voir sur les réseaux sociaux. Alors que d'autres femmes, par contre, bah ça m'inspire vachement quoi. Je suis très inspirée par les femmes en général sur les réseaux sociaux Ouais. et que ce soit d'ailleurs la céramique ou d'autres contenus. Voilà. Génial. Oui, c'est juste une question de regard à avoir et tu vois, parfois, je le vois chez mes clientes, c'est juste permettre de voir les choses différemment, de se dire, oui, c'est une concurrente si tu veux, mais c'est aussi une personne qui va te pousser à toi te poser des questions, à te remettre en question et à aller te demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que là je pourrais faire de nouveau qui va moi aussi me stimuler différemment. Donc, merci d'avoir partagé tout ça. Merci pour cet épisode, pour cet échange. J'ai été très heureuse de passer cette heure avec toi et puis j'espère que nos auditrices et auditeurs aussi. Évidemment, je mettrai tous les liens pour redécouvrir ton univers sur Instagram, ta boutique de céramique et peut-être d'autres choses que tu me partageras dans les notes de l'épisode. Je te souhaite plein de belles choses, plein de créativité, d'amour et de partage aussi pour la suite. Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir invité. J'aime bien participer à des podcasts parce que ça me permet de communiquer un peu différemment et puis de prendre plus le temps, voilà, le temps de discuter, le temps, on apprend à se connaître, on peut parler de sujets plus profondément. Donc voilà, j'aime beaucoup les podcasts. Donc merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir donné cette visibilité. Et avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.